Bonjour. J'espère que vous allez bien et avec votre permission, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première préoccupation. Si vous deviez commencer cet entretien en vous présentant, que diriez-vous? Autrement dit, qui est Monsieur Dia? Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui de m'adresser à vous, mais surtout de partager mon expérience par rapport au travail que je fais depuis maintenant une vingtaine d'années. Si je devais me présenter, effectivement, c'est comme vous l'avez dit, je m'appelle Aliou Mamadou Dia. Je suis représentant résident du PNUD au Cameroun depuis 5-6 mois. En un mot simple, je suis un amoureux du développement. Venant d'un pays africain, je suis sénégalais, comme vous le savez, ayant vécu dans des conditions, ayant grandi dans des conditions où j'ai vu les gens souffrir par manque d'opportunités, par manque de moyens. Je me suis toujours dit, j'aimerais quand même pouvoir travailler sur des problématiques pour aider les populations, pour aider les gens. Donc, je suis quelqu'un qui est foncièrement attaché au bien-être de nos populations. Je suis quelqu'un qui est foncièrement attaché au développement socio-économique de notre cher continent, l'Afrique. Mais je suis un grand supporter, ou je dirais un grand acteur du multilatéralisme de manière générale. Donc, je suis sur les problématiques de développement depuis bientôt une vingtaine d'années. J'ai le privilège et l'honneur d'arriver au Cameroun il y a 5-6 mois pour diriger l'équipe du PNUD, pour accompagner le gouvernement du Cameroun. Mais au-delà du gouvernement du Cameroun, le peuple camerounais sur la marche vers le développement et vers l'émergence. Donc, je suis heureux d'être là et encore une fois, merci pour l'interview que vous m'accordez aujourd'hui. Merci encore à vous et nous poursuivons avec une autre préoccupation. Comme vous l'avez si bien souligné, vous dirigez actuellement le programme des Nations Unies pour le développement qui aide des pays en développement à mobiliser et utiliser l'aide efficacement, notamment en encourageant la protection des droits humains, le développement des capacités et l'autonomisation des femmes. Concrètement, d'un point de vue opérationnel, comment assurez-vous la coordination de ces missions dont l'impact sur le développement inclusif est indéniable? Beaucoup, comme vous l'avez dit, pour ceux qui ne connaissent pas le PNUD, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent effectivement notre organisation. Le PNUD, c'est le programme des Nations Unies pour le développement. Et c'est un bureau, en tout cas c'est une organisation internationale qui est présente dans plus de 170 pays. Et constitue aussi un réseau mondial de développement qui plaide pour le changement, mais surtout qui vise à connecter les pays sur les problématiques d'échange d'expériences, mais aussi outiller les pays en termes de capacité, en termes de programme, en termes de politique pour la construction d'une vie meilleure au niveau de ces populations-là. Et comme vous le savez, nous travaillons dans plusieurs domaines au PNUD. Nous travaillons dans le domaine de la gouvernance démocratique, sur les problématiques d'accès à la justice, sur les problématiques de décentralisation, parce que nous sommes convaincus au PNUD que le développement, c'est d'abord à la base. Donc, il est extrêmement important pour nous de travailler sur ces problématiques. Nous travaillons beaucoup sur l'état de droit, consolider l'état de droit. Comme vous savez, nous travaillons énormément sur les problématiques de conservation de la paix. Parce que, comme dirait l'autre nom du développement, c'est la paix. Tant que les nations, tant que les populations, tant que les États ne sont pas en paix, il est difficile de parler de développement. Et je pense que le PNUD travaille beaucoup sur ces problématiques-là. Nous travaillons beaucoup sur les questions de droits de l'homme. Comme vous le savez, les droits de l'homme constituent un pilier fondamental de tout le travail que nous faisons. Parce qu'on ne peut pas
priver certaines personnes ou certains individus de leurs droits. Droit au développement, droit à la vie, à la santé, etc. Les droits sont nombreux, comme vous savez, et nous travaillons sur la promotion de ces droits. Mais nous voulons aussi que les États garantissent ces droits-là à leurs concitoyens, à leurs citoyens. Nous travaillons beaucoup aussi sur tout ce qui est développement de politique, de manière générale, dans le domaine économique, sur les questions de changement structurel de l'économie de nos pays. Vous savez, de plus en plus, évidemment, tout le monde parle de la transformation structurelle de nos économies en Afrique. Et ça, c'est extrêmement important, parce que si on n'arrive pas à diversifier nos économies, si on n'arrive pas à transformer structurellement nos économies, il va être très difficile à nos pays de pouvoir se développer. Donc, je pense le PNUD travaille énormément sur ces problématiques-là, avec les États, avec les gouvernements, mais aussi avec les collectivités locales, les autorités locales qui sont aussi des partenaires privilégiés du PNUD, mais qui parlent de croissance économique, parlent aussi d'investissement, parlent de création de richesse. Et pour la création de la richesse, il faut absolument qu'on puisse aussi travailler avec le secteur privé. Donc, de plus en plus, le PNUD travaille avec le secteur privé sur des problématiques de croissance économique, sur créer les conditions d'un investissement, mais de plus grands investissements pour relancer nos économies, pour accompagner nos économies, pour que ce soit des économies fortes. Nous travaillons beaucoup aussi sur la problématique, comme vous savez, de l'environnement, la préservation de l'environnement, la gestion durable de nos écosystèmes. Nous travaillons énormément sur la problématique des changements climatiques. Le PNUD étant le plus grand, l'agence qui travaille le plus pratiquement sur ces questions-là, pratiquement dans tous les pays où nous sommes présents. Nos portefeuilles sur les changements climatiques sont devenus de plus en plus importants. Et je pense que ça, aussi bien sur les problématiques d'adaptation au changement climatique, où on travaille directement, d'ailleurs avec les communautés, pour les aider à s'adapter aux impacts des changements climatiques, mais nous travaillons aussi sur la problématique de l'atténuation des gaz à effet de serre. Donc, pour vous dire simplement, de plus en plus, notre champ d'horizon s'élargit. Et notre administrateur, d'ailleurs, a l'habitude de dire que le PNUD n'est pas un legs de l'histoire, mais c'est une organisation qui est tournée vers le futur. Et pour cela, comment le faire? Il faut effectivement qu'on puisse embrasser les nouvelles problématiques de développement, les nouveaux problèmes, je dirais, de développement émergent. Le problème de l'emploi des jeunes est devenu une priorité centrale pour le travail que nous faisons dans tous les États. Ici au Cameroun, nous avons des projets, des initiatives, évidemment, sur l'emploi des jeunes. Nous travaillons énormément sur l'agenda de l'égalité, parce que ça, c'est un agenda extrêmement important. Oui. Il ne peut y avoir de développement que si et seulement si les femmes contribuent dans les processus de développement. Les femmes doivent jouer le rôle en tant qu'agents de développement. Et tant que cet agenda, tant qu'on reste dans ces histoires d'inégalité, je pense qu'on ne va pas y parvenir. Et je pense qu'il est grand temps qu'effectivement que le potentiel des femmes soit exploité au maximum pour permettre évidemment à nos pays de se développer et de se développer très vite. Et je pense que cet agenda sur l'égalité, sur l'autonomisation des femmes, qui nous est cher, sur le leadership féminin qui nous est cher, en tout cas nous au PNUD, on travaille sur ces problématiques-là et je pense que c'est quand même des problématiques importantes. Et pour finir sur cela, nous sommes en train aussi de vraiment développer toute une, en tout cas de commencer un travail important sur comment on peut maximiser, comment on peut taper sur le potentiel du digital et du numérique pour accélérer le développement dans nos États. Et d'ailleurs, c'est pour ça que notre administrateur a créé ce qu'on appelle les laboratoires d'accélération dans plusieurs bureaux pays du PNUD, où nous avons des collègues qui travaillent, qui réfléchissent
sur la problématique du développement, mais comment aussi on peut travailler on peut utiliser le potentiel du digital, de l'innovation, du numérique, etc., pour vraiment avoir plus d'impact, mais aussi pour amener plus de transformation dans tout ce que nous faisons. Donc, en résumé, voilà. Donc, comme vous savez, le PNUD travaille effectivement sur une palette assez large de thématiques sur lesquelles nous pensons effectivement faire la différence. Et les États font appel à nous pour les accompagner dans la mise en œuvre de ces différents projets que je viens de mentionner. Merci encore à vous, Monsieur Dia, pour ces éléments d'éclairage. Et nous poursuivons donc notre entretien avec vous avec une troisième préoccupation. Dans le contexte actuel marqué par les crises multiformes, d'après vous, comment est-ce que le programme des Nations Unies pour le développement peut-il aider à développer des institutions de gouvernance fortes et crédibles, capables de gérer le développement et les conflits, tout en assurant un progrès économique solide et sans exclusion? Merci beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, nous travaillons un peu sur la problématique de la gouvernance, de la paix, de la sécurité, des droits de l'homme de manière générale. Et ça, c'est un pilier extrêmement important de notre travail. Et comme vous savez, comme je disais tout à l'heure, donc la promotion de la bonne gouvernance constitue un des axes de travail du PNUD, aussi bien au niveau global, mais aussi au niveau du Cameroun. Et je suis convaincu que l'efficacité des institutions est en effet un des facteurs principaux pour l'accélération de la croissance du développement durable. Comme dirait l'autre, nous avons besoin d'institutions fortes pour pouvoir faire face aux chocs, mais aussi pour pouvoir servir, renforcer le contrat social entre le gouvernement, mais aussi avec les populations. Comme vous savez, des institutions solides favorisent un environnement des affaires fluide, comme vous le savez, et ça réduit les coûts de transaction aussi. Et je pense que ça, c'est important. Donc, il favorise aussi la coordination des acteurs, ce qui nous permet d'entretenir la productivité à travers l'accès aux services sociaux ou à des infrastructures efficaces qui peuvent soutenir de manière adéquate le développement en protégeant les populations, les acteurs économiques à travers des services de sécurité. Et je pense que ce que nous faisons en tout cas au Cameroun sur les questions de gouvernance un peu vise à cela. Mais en plus de ça, les institutions de qualité rassurent aussi les opérateurs économiques. Ça, je l'ai dit. En mettant à leur disposition à la fois des informations nécessaires, crédibles, mais aussi des structures d'accompagnement efficaces pour le développement. Ça favorise aussi l'attrait des investissements. Quand on a des institutions crédibles, on a beaucoup plus de chances de voir des investisseurs débarquer parce que le risque est assez faible. Donc voilà, et ça permet aussi de gérer les questions qui sont liées à la lutte contre la corruption qui malheureusement gangrène nos économies. Et le PNUD aussi intervient beaucoup sur ces questions-là. Et tout ce que nous faisons aussi sur les questions de bonne gouvernance notamment, c'est pour aussi, ça nous permet de renforcer la cohésion sociale. Parce que les gens ont beaucoup plus confiance à leurs institutions. Donc, on sait qu'on a un accès équitable à la justice. Quand on parle d'institutions fortes, on passe beaucoup plus à l'institution judiciaire, hein, qui, pour plusieurs raisons, peut être critiquée en fonction d'un certain nombre de choses. Mais une fois qu'on a cette institution renforcée, avec un accès équitable à la justice, je pense que ça renforce un peu cette cohésion sociale au niveau des populations. Je pense que ce que nous faisons au niveau central, nous le faisons également au niveau des collectivités. Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, le renforcement de la gouvernance économique et institutionnelle en vue d'améliorer les processus de planification publique. Et ça aussi, c'est important. Nous travaillons beaucoup avec les ministères en charge de la planification sur la planification publique et la mobilisation des financements pour renforcer les résultats.
notamment par exemple au niveau du Cameroun, où nous travaillons avec le MINEPAT sur tout ce qui est planification, sur tout ce qui est politique publique, sur tout ce qui est mobilisation de ressources. Et sur la base de ça, nous avons déjà aidé le gouvernement à travers le ministère de la Planification et le ministère des Finances à élaborer ce qu'on appelle en anglais un INFF, Integrated National Financing Framework. Ce qui veut dire c'est un mécanisme de financement intégré du développement. Et ça, c'est extrêmement important. Évidemment, les pays arrivent à capter beaucoup de ressources, mais ces ressources ne se complètent pas en réalité. Donc, il y a beaucoup de déperditions, il y a beaucoup d'actions isolées qui sont menées par plusieurs acteurs en même temps, et ça manque d'efficacité et ça manque d'impact sur le terrain. Donc, le PNUD ici, au Cameroun, a travaillé avec le ministère des Finances et le ministère de l'économie et de l'aménagement du territoire, évidemment, à mettre en place ce mécanisme, ce cadre intégré de financement du développement. Et ça permet d'ailleurs aux gouvernants, au gouvernement, de pouvoir faire une analyse des flux financiers qui rentrent et qui sont comptabilisés pour les problématiques de développement. Et au Cameroun aussi, nous avons beaucoup aidé à l'élaboration de la SND 30, qui est quand même une stratégie importante pour le pays. Le Cameroun se donne l'objectif d'être un pays émergent en 2030-2035. Et la SND 30 qui fixe le cadre qui permettra au Cameroun d'atteindre cet objectif-là a été élaboré avec l'accompagnement du PNUD. Nous avons beaucoup aussi aidé le gouvernement à élaborer la stratégie d'inclusion financière. Comme vous savez, l'inclusion financière est devenue une priorité parce qu'il y a énormément de communautés, de populations qui n'ont aucun accès aux services financiers. Et je pense que ça, c'est une déperdition énorme pour nos économies. Donc, du coup, avoir cette politique et cette stratégie d'inclusion financière permet évidemment à ces populations-là d'être prises en compte. Et là, actuellement, avec le ministère des Finances, nous sommes en train d'élaborer un programme de mise en œuvre de cette stratégie-là. Et quand je parle d'inclusion financière, je mets aussi toute la question qui est liée à la mobilisation de la finance islamique. Comment on pourrait travailler avec le gouvernement sur ça. Donc voilà un peu quelques aspects sur lesquels nous travaillons. Notamment, je crois que toute la question du renforcement des institutions et l'inclusion financière, le développement communautaire, mais à la base avec les autorités locales. Vous savez qu'en 2020, je crois, il y a eu les élections municipales. Et évidemment, il y a de nouvelles équipes municipales qui sont au niveau des communes, des 374 communes du Cameroun. Et le PNUD travaille déjà avec ces communes-là sur un certain nombre de problématiques, notamment l'élaboration des plans communaux de développement, sur l'emploi des jeunes, sur l'autonomisation des femmes, sur la digitalisation des procédures au niveau des communes, et tout ça, c'est de nouveaux projets que nous voulons de lancer. Donc voilà un tout petit peu ce que je voulais dire en ces termes sur les questions de bonne gouvernance, renforcement des institutions, c'est fondamental. L'administration publique dans nos pays, en tout cas surtout en Afrique, doit être une administration performante. Si nous n'arrivons pas à créer, en tout cas à mettre en place des administrations performantes qui sont capables de porter les grandes stratégies, les programmes de développement national que nous avons, je peux dire que ça va être difficile d'atteindre les objectifs. C'est pour ça que dans plusieurs pays, d'ailleurs, moi j'ai travaillé au Togo pendant 4 ans où effectivement le PNUD a travaillé avec le gouvernement du Togo pour effectivement la transformation de l'administration publique, la réforme de l'administration publique, pour permettre à cette administration-là d'être moderne, mais surtout de pouvoir porter les projets ambitieux que le gouvernement a élaborés avec l'aide de ses partenaires techniques et financiers. Donc je pense que ça c'est extrêmement important et au Cameroun aussi, nous allons effectivement travailler sur un peu cette réforme de l'administration pour permettre à l'administration camerounaise de pouvoir porter les projets importants, structurants et innovants que le gouvernement a mis en place pour que le Cameroun soit un pays émergent en 2035.
Merci encore à vous, Monsieur Dia, pour ces éléments de réponse et nous poursuivons avec une autre préoccupation. Sachant que la croissance durable implique une diversification de l'économie et une gestion appropriée des ressources naturelles, d'après vous, quels sont les leviers sur lesquels le Cameroun peut s'appuyer pour atteindre ses objectifs? Le Cameroun a, moi j'appelle le Cameroun le pays de toutes les opportunités. Le Cameroun a énormément d'opportunités pour être un pays émergent à l'horizon 2035. Quand je parcours le Cameroun, je suis toujours admiratif de ce que je vois. Le capital humain est est très, très, très important. Je pense que déjà le premier atout que le Cameroun a, c'est la, la stratégie nationale de développement qui a été bien pensée, bien réfléchie et qui prend en compte les priorités de développement de ce pays. Et je pense que ça, tout le mérite revient au gouvernement du Cameroun pour avoir effectivement su élaborer une stratégie de cette envergure qui, je suis sûr, si elle est bien implémentée, va porter le Cameroun à un niveau beaucoup plus élevé. Et la transformation structurelle, le développement inclusif du Cameroun, qui normalement doit mettre un accent particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la diversification de l'économie. Donc, au Cameroun, ici, on voit un peu tout ce qu'il y a comme possibilités, opportunités économiques à tous les niveaux. Toutes les régions du Cameroun, il y a des opportunités économiques extraordinaires. Je pense qu'il y a quand même, tout ça, c'est des atouts pour le pays. Je pense aussi que cette ambition de diversification doit reposer sur des atouts certains, notamment une population qui est jeune, et dynamique. J'ai eu l'opportunité et l'honneur de rencontrer les jeunes entrepreneurs camerounais à travers une initiative que j'ai lancée, que j'appelle UNDP Innovation Talks, où nous rencontrons des cibles, en tout cas des parties prenantes avec qui le PNUD a envie de faire des choses. Et la première rencontre qu'on a eue, c'est avec les jeunes entrepreneurs camerounais qui sont venus de partout, qui sont venus à Yaoundé, et on a réfléchi ensemble. Comment le PNUD pourrait les accompagner? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais je vous assure que on a eu tellement de propositions, de solutions, que nous sommes en train de monter un grand programme sur la problématique du financement de l'entrepreneuriat jeune. Et nous avons des idées que nous allons partager avec le gouvernement. Mais il y a aussi toute comme je l'ai dit, sur les ressources naturelles. Le Cameroun, je crois que l'un des atouts majeurs, c'est le capital naturel du Cameroun. Et je pense que ça, c'est une opportunité. Si ce capital naturel est bien utilisé, bien exploité, inclusif, la redistribution de tout ce qui est obtenu comme ressources au niveau de tous les secteurs de la vie des populations, je pense que ça peut être un outil important. Comme j'ai dit, une population jeune et dynamique, les potentialités naturelles diverses et variées. Et quand je parle de potentialités naturelles, je parle des minerais qu'il y a au Cameroun. Le sol est riche. Je parle des hydrocarbures, je parle du cacao, je parle du café. Depuis que je suis arrivé au Cameroun, moi je suis un adepte du café. Je bois que du café camerounais. Je fais venir mon café de Bamenda, pour vous dire. Donc, le café est extrêmement bon. Il y a aussi le coton, il y a l'huile de palme. J'ai acheté des bouteilles d'huile de palme. J'étais choqué quand j'ai vu la qualité de l'huile de palme que j'ai vu un peu dans la région de l'Ouest. Il y a le bois. Tout ça, je pense que c'est un capital naturel qui est extrêmement important. Mais il y a aussi un atout important que le Cameroun a, c'est la proximité avec le Nigeria, qui est le plus grand marché en Afrique. En tout cas, l'un des plus grands marchés en Afrique. Ce qui veut dire qu'en termes d'exportation, en termes d'opportunités d'exportation pour la ZLECAF, il est important. Effectivement, le Nigeria, la proximité avec le Nigeria est un grand atout pour le Cameroun. Mais depuis que je suis arrivé au Cameroun, j'ai vu aussi l'esprit entrepreneurial qui est extrêmement développé au Cameroun. J'ai vu les jeunes, ils font des choses extraordinaires.
Donc, je pense que tout ça constitue des opportunités et des outils et des atouts sur lesquels, effectivement, le Cameroun a besoin de capitaliser. Comme je dis, l'esprit entrepreneurial est extrêmement développé au Cameroun, qui est associé aussi aux importantes potentialités naturelles. Et ça devrait quand même permettre de diversifier un peu l'économie. Mais tout en aussi limitant un peu, baissant la corruption. En termes d'infrastructures, il y a énormément d'efforts qui sont en train d'être réalisés par le gouvernement, notamment les infrastructures routières. La digitalisation aussi est quand même un atout important, d'autant plus que de plus en plus, avec le ministère en charge des postes et télécommunications, il y a un travail important qui est mené pour un peu digitaliser les procédures, pour renforcer l'infrastructure numérique, pour permettre effectivement au peuple camerounais de pouvoir bénéficier de tous ces atouts-là. Donc, il y a aussi l'opportunité de la ZLECAf, de la zone de libre-échange économique continentale africaine que nous connaissons. Et je pense que le Cameroun a des opportunités énormes avec la ZLECAf. Nous sommes en train d'ailleurs de travailler dans ce sens pour voir comment on peut mieux accompagner aussi bien le gouvernement, mais aussi avec le secteur privé, comment on pourrait accompagner les entrepreneurs camerounais à aller au marché africain, à exporter le produit sur le marché africain à travers la ZLECAf. Donc il y a un travail important qui est mené dans ce sens. Et je pense que le dernier atout, peut-être un des derniers atouts, c'est la décentralisation, comme je viens de dire. Donc retour à la base, faire du développement à la base. Et il y a du capital humain, il y a du capital naturel, il y a des opportunités au niveau des communes et au niveau des communautés. Et comment taper sur ce capital naturel-là, à mon avis, c'est fondamental. Et je pense que, donc voilà, tout ça constitue effectivement des atouts importants. Donc, et je pense que ce pays pourra effectivement maximiser, rentabiliser tous ces atouts-là. Merci encore à vous, M. Dia, et nous poursuivons avec l'économie africaine. La résilience des économies africaines est souvent présentée par des éminences grises, à l'instar de Jeffrey Sachs, directeur du Centre pour le développement durable de l'Université de Columbia aux États-Unis, et également M. Akinwumi Adesina, l'actuel président de la Banque africaine de développement, c'est-à-dire la BAD, comme un atout pour l'amélioration de la visibilité du continent sur la scène internationale. Partagez-vous ce point de vue? Comme tout acteur de développement, je pense que l'Afrique a des opportunités énormes. Je pense qu'on n'a pas encore été en mesure de rentabiliser 10% du potentiel de ce continent. Et je pense effectivement, comme on dit, l'avenir est prometteur, en tout cas pour le continent. L'Afrique a montré sa résilience par rapport aux chocs. Évidemment, il y a des chocs exogènes qui affectent les économies du continent. Mais le continent a effectivement été résilient. Vous avez toutes les prédictions qui avaient été faites pendant la Covid, que ça en était fini pour l'Afrique, que ça en était fini pour nos économies, qu'on allait perdre une bonne partie de nos populations à cause de la Covid. Mais la réalité a prouvé le contraire. Donc, c'est un continent qui est extrêmement résilient. Si on voit par exemple cette résilience de l'économie africaine constitue aussi un fort signal qui distingue le continent comme un continent d'avenir et susceptible de bénéficier d'une croissance soutenable. Et je pense que ça c'est important. Nous avons aussi la disponibilité importante de certaines matières premières qui sont nécessaires à la production mondiale, mais qui sont aussi des biens spécifiques qui constituent évidemment une des sources de cette résilience. On a quand même en Afrique pratiquement toutes les ressources naturelles dont on a besoin pour se développer. Mais il faut simplement pouvoir les transformer, pouvoir les exploiter et les transformer sur place. Je pense que ça c'est un travail important qui est en train d'être mené par tous les acteurs de développement, à commencer par les gouvernements. Parce qu'ils sont conscients qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse transformer nos matières premières avant de les exporter. C'est pas acceptable que les pays africains continuent à exporter des matières premières qui sont transformées et que l'Afrique retourne dans le marché international pour acheter ces produits-là. Et je pense que ça, c'est devenu quand même de plus en plus
une problématique majeure. Vous connaissez un peu toute l'histoire du cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana. Vous suivez de plus en plus l'exploitation du bois au Cameroun, au Gabon, qui sont en train de mettre en œuvre des politiques et des lois pour que le bois soit exploité, transformé ici, sur le continent, en tout cas les premiers niveaux de transformation, puissent faire dans ces pays-là et ensuite on pourrait exporter. Donc je pense que ça devient de plus en plus quelque chose de très important. Quand vous prenez les hydrocarbures, maintenant les pays africains, avant ils exportaient du brut. Maintenant, avec les nouveaux pays, moi je sais qu'il y a des pays qui ont effectivement commencé à mettre en place des raffineries pour déjà faire la première étape de transformation des produits agricoles, des hydrocarbures avant de pouvoir les exporter. Donc je pense que cette exportation, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de la transformation structurelle de nos économies. Et ça doit baser sur la transformation des produits que nous avons. Donc, la résilience de nos économies tient aussi à la résilience des populations des populations africaines, cette résilience qui est basée sur un modèle social fondé sur la solidarité. Quand on parle d'Afrique, on parle de solidarité. Quand vous entrez dans une famille africaine, c'est une famille élastique. Vous avez 20 personnes dans une maison et c'est la famille. Donc, du coup, pour moi, ça, c'est extrêmement important. Donc, et je pense qu'avec les atouts que nous avons, les atouts qui existent sur ce continent-là, si ces atouts sont bien valorisés, bien exploités, ça va attirer des investissements massifs, des investissements importants pour l'Afrique, pour le développement de ce continent. Donc, je pense que évidemment, oui, il y a des problèmes, il y a un certain nombre de difficultés auxquelles les pays font face. Je ne vais pas revenir sur les questions de démocratie, sur les questions de renforcement d'état de droit. Évidemment, c'est des problèmes auxquels nous sommes confrontés, mais je suis confiant que ces problèmes vont être résolus dans un avenir proche et que ce continent puisse se mettre à travailler. Le travail a débuté, le travail a commencé, le narratif a complètement changé. Maintenant, il faut encore en faire davantage. Il faut donner des opportunités à la jeunesse africaine de contribuer. Le ministre de la Jeunesse ici a l'habitude de me dire tout ce qui est fait sans les jeunes est fait contre les jeunes. Il faut que les jeunes puissent jouer pleinement le rôle dans les processus de développement de notre cher continent. Il faut leur créer les plateformes, il faut leur donner les opportunités dont ils ont besoin pour contribuer, et ça, à mon avis, c'est important. Quand je parle des jeunes, je parle évidemment aussi des femmes. Donc, cette solidarité africaine qui est connue doit se matérialiser un peu en mettant tout le monde ensemble, mais aussi prendre en compte les personnes les plus vulnérables. Et ça, c'est important. Comme on dit dans la mise en œuvre des ODD, personne ne doit être laissé de côté. Leave no one behind. Les personnes vivant avec handicap ont besoin de pouvoir jouer pleinement le rôle dans les processus de développement de nos pays. Ils sont compétents. Donc, du coup, l'Afrique gagnerait à utiliser, en tout cas à maximiser le potentiel de toutes ces filles et de tous ces fils pour un bien-être et un développement durable et harmonieux du continent. Dans la continuité de cette préoccupation que nous venons d'évoquer, diriez-vous que les perspectives sont donc plutôt bonnes pour des pays tels que le Togo ou le Cameroun que vous connaissez plutôt bien? Oui. Moi, j'ai fait 4 ans au Togo. C'est un pays qui est en mouvement, je peux vous le dire. C'est un pays qui fait des progrès énormes. Moi, j'ai travaillé avec le gouvernement du Togo, la société civile, le secteur privé. Il y a une transformation radicale qui est en train de s'opérer au Togo en matière d'attractivité des investissements. Le Togo a été l'un des plus grands pays réformateurs en Afrique. Le Togo a été sur le classement Doing Business qui se faisait avant, a quand même occupé le premier rang dans les pays africains en termes de climat des affaires, d'assainissement du climat des affaires, etc. Donc, ce qui veut aujourd'hui, évidemment, il y a des progrès énormes. J'ai vu des investissements venir au Togo et le gouvernement est très conscient avec la feuille de route gouvernementale
qui est un programme ambitieux de développement avec des projets concrets, structurés, bien financés, bien pensés, et c'est en train de transformer évidemment tout le pays. Je pense que le Cameroun s'inscrit dans cette dynamique. Quand je suis venu ici, j'ai vu aussi qu'il y a la SND 30. Nous, d'ailleurs, notre programme pays en tant que PNUD, le cadre de coopération du système des Nations Unies est parfaitement aligné sur la SND 30. Pour vous dire simplement que nous sommes conscients que les priorités du gouvernement sont nos priorités. On s'aligne dessus pour accompagner le gouvernement du Cameroun à atteindre cet objectif de pays émergent en 2035, avec une redistribution des ressources équitable et de manière inclusive, mais un développement vraiment inclusif où toutes les parties prenantes, toutes les filles et les fils de ce pays-là vont pouvoir bénéficier. Donc oui, je suis optimiste. Je suis un optimiste par nature. Je pense que les pays africains sont sur la bonne voie vers l'émergence. Et il suffit simplement qu'on maintienne ce rythme-là pour qu'on puisse y arriver dans peut-être 10 ans ou dans moins de 10 ans. Quand je vois toutes les réformes qui sont faites, quand je vois toute l'énergie qui est mise sur résorber le gap infrastructurel que nous avons eu, toute l'énergie que les gouvernements, en tout cas les décideurs, mettent sur la réduction des inégalités. Je pense que si ce cap est maintenu, si les produits de la croissance sont bien redistribués, si toutes les populations, toutes les communautés, tout le monde est partie prenante de manière inclusive, je pense que ces pays, notamment le Cameroun, le Togo et d'autres pays africains, vont sortir de ce cercle vicieux de la pauvreté. Et vous êtes sans savoir que les taux de pauvreté sont en train de reculer. Dans pratiquement tous les pays en Afrique, il y a un effort énorme qui est fait pour la réduction de la pauvreté. Et c'est comme vous savez, c'est l'un des objectifs majeurs des ODD, réduire la pauvreté ou éradiquer même la pauvreté. Et c'est le rêve que nous avons. En tout cas, nous, le travail que nous faisons au PNUD, c'est de voir comment accompagner les gouvernements et de voir cette pauvreté être complètement éradiquée. Et je pense que le monde a fait des progrès énormes dans ce domaine. Évidemment, il y a eu des chocs qui se sont produits ces dernières années avec la Covid qui nous a quand même impacté nos économies. Nous avons la crise russo-ukrainienne qui a aussi eu un impact sur le commerce international, sur les économies africaines. Mais je suis confiant que si le rythme que nous avons maintenant, si on arrive à attirer plus d'investissements dans nos pays, si on arrive à impliquer le secteur privé national surtout, parce que le secteur privé national souvent n'est pas suffisamment pris en compte, n'a pas suffisamment l'opportunité d'investir, parce que souvent ils n'ont pas les moyens. Mais il faut qu'on crée des champions dans les secteurs privés nationaux pour leur permettre de pouvoir investir dans les processus de développement. Oui, je suis confiant et optimiste que le Togo, le Cameroun, le Sénégal, le Rwanda qui a quand même fait des progrès importants, la République démocratique du Congo, le Mali, le Niger, le Burkina, le Ghana, le Nigeria, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, tous les pays africains vont être au rendez-vous de 2030 voire 2035. C'est bien noté, monsieur. Et maintenant, avec votre permission, une petite digression sur votre parcours. Votre parcours est marqué d'expériences à travers le globe. Si vous deviez citer 3 valeurs que ces expériences vous ont permis de développer et qui vous guident au quotidien, ce serait lesquelles d'entre elles? Merci beaucoup, c'est une question difficile, mais pour simplement dire que oui, évidemment, j'ai travaillé un peu partout en Afrique. Je peux dire que j'ai visité pratiquement tous les pays africains dans le cadre de mes fonctions antérieures au bureau régional du PNUD où je m'occupais des questions d'environnement, de changement climatique, de résilience, mais aussi de réponse aux crises et aux urgences. Et ça, c'est extrêmement important puisque ça permet de sillonner un peu le continent, mais d'aller dans des zones de conflit, d'aller dans des zones difficiles et de se creuser la tête pour trouver des solutions pour ces gens-là. Et je l'ai fait pendant longtemps. Donc, je pense que
comme j'ai dit, c'est ça qui forge mon optimisme, en fait, pour le continent, parce que je vois qu'il y a énormément d'opportunités. Je me suis retrouvé dans des zones, dans ce continent-là, où je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je viens faire ici, en réalité? Et je me rends compte que je suis simplement venu là, trouver des solutions pour des concitoyens, ou en tout cas des gens du continent, des Africains qui étaient dans des situations difficiles. Et comment envoyer moi pour me dire, va là-bas, essayer de trouver des solutions pour ces gens-là. Je pense que ça forge quand même de l'humilité, le sens de servir. Je pense que c'est ce sens-là qui m'anime beaucoup. Servir tant que je peux, essayer de trouver des solutions, mais aussi le faire avec beaucoup d'humilité, mais surtout, beaucoup écouter les gens. Les gens connaissent la solution à leurs problèmes. Je pense que c'est fini le moment où nous, on doit venir avec des solutions prédéfinies pour des populations, pour des communautés. Non. Écoute, c'est important. Si tu écoutes, les gens vont te donner la solution à leurs problèmes. Ce qu'ils ont besoin, c'est un petit accompagnement, un petit coup de pouce du PNUD pour les aider à avoir une vie meilleure. Donc, évidemment, en parcourant le continent, je suis optimiste. Je vois une jeunesse africaine dynamique, motivée et engagée, qui a envie de briser un certain nombre de choses, qui a envie de s'affirmer et qui se projette vers l'avenir. En parcourant le continent, j'ai appris à écouter et à voir que les gens ont des solutions à leurs problèmes. Les aider simplement à transformer les idées qu'ils ont en actes concrets pour régler leurs problèmes. Donc, je pense que pour moi, c'est vraiment des leçons apprises. Et l'autre chose aussi que j'ai appris en parcourant le continent, c'est que je pense que nous devons venir ensemble, travailler ensemble pour délivrer. Une seule institution, un seul individu ne peut pas régler le problème. Nous avons besoin de converger, de mettre nos idées ensemble, de travailler ensemble. Il ne peut y avoir de concurrence. Il ne peut y avoir de bagarre, ou en tout cas que chacun se mette à prêcher dans sa chapelle en disant que oui, moi je suis venu, je m'occupe de cette telle question, je ne dois pas toucher aux problèmes de santé, c'est l'affaire de l'OMS. Non, je pense que si on vient ensemble, si on délivre ensemble, si on arrive ensemble, on va faire des choses grandioses. Et c'est d'ailleurs la raison, c'est d'ailleurs le sens de tout la réforme du système des Nations Unies que le secrétaire général a initié en 2017, 2018, plutôt en 2018, pour amener le système à avoir beaucoup plus d'impact, à travailler ensemble, à accompagner les pays de manière beaucoup plus coordonnée et beaucoup plus intégrée pour une transformation radicale, pour accompagner et avoir de l'impact sur le terrain et changer la vie des gens. Et je pense que si le système des Nations Unies le fait, les autres doivent aussi pouvoir le faire. Donc l'objectif final, c'est vraiment de se mettre ensemble autour de la table, de mettre nos idées ensemble. Il n'y a pas d'idée saugrenue, il n'y a pas d'idée qui n'a pas de sens en fait. Chacun a quelque chose à apporter. Et si on maximise sur ça, je pense qu'on va avoir de l'impact et on va créer de la transformation. 3 événements de l'actualité socio-économique qui vous ont marqué depuis le début de l'année. Oui, ce qui me crève le cœur en tant qu'acteur de développement, c'est quand je vois toute cette jeunesse africaine qui périt en mer. Ça me fait énormément mal. Toute cette force vive que nous avons et que nous perdons comme ça. Des milliers de jeunes Africains au sud du Sahara, notamment en Afrique de l'Ouest, qui périssent en mer parce qu'ils veulent regagner l'autre rive. On doit faire quelque chose par rapport à ça. Parce que si on ne le fait pas, je pense que ça va être une tragédie. Et c'est déjà une tragédie. Ça me fait extrêmement mal de voir ça. Et je pense que ces jeunes doivent pouvoir contribuer à l'effort de développement de nos pays. Il faudrait les former,
Il faudrait les mettre dans des conditions d'études qui leur permettent de réussir. Il faut créer des plateformes qui leur permettent de trouver du travail. Il faut mettre en place des financements. Il y a énormément de mesures que nous devons prendre pour que nos jeunes Africains, qui sont valides, qui sont compétents, qui veulent que réussir, puissent rester sur ce continent, rester dans nos pays et contribuer à l'effort de développement de nos pays. Et ça, quand on ne le fait, si on n'est pas capable de le faire, je pense que c'est quand même un problème. Et le PNUD, évidemment, travaille un peu avec les institutions internationales, telles que l'OIM, telles que toutes les institutions des Nations Unies de manière générale, pour accompagner les pays à donner des alternatives à ces jeunes. Il faut qu'on arrive à donner des alternatives aux jeunes africains qui veulent réussir. Chaque personne n'a envie d'aller réussir ailleurs, en dehors de son pays. Les gens voudraient rester dans leur pays, trouver du travail, faire leur carrière dans leur pays et puis avoir une vie décente dans leur pays. Mais si les opportunités ne sont pas là, évidemment, les jeunes vont continuer à partir. Et ça, c'est quand même une saignée qu'on doit arrêter. Voilà. C'est bien noté. Et maintenant, nous sommes pratiquement parvenus au terme de cet échange. Trois choses qui vous aident à garder le sourire, à rester motivé en dépit du contexte actuel marqué par les incertitudes ou alors une crise multiforme. Trois choses qui m'aident à garder le sourire. Je pense, je l'ai dit tout à l'heure, je pense quand on fait un travail comme le travail que je fais et qu'on marche dans la rue et que quelqu'un nous aborde pour me dire, monsieur le représentant, merci pour ce que vous faites pour notre pays. Ça m'encourage. Je me dis, de toute façon, quelle que soit la petitesse des actions que nous menons, ça a un impact sur les gens. Et je me dis ça tous les matins quand je me lève, quand je viens au bureau, je me dis quelle est la décision aujourd'hui que je vais prendre qui va impacter sur la vie des Camerounais, sur la vie de nos bénéficiaires, sur des projets que nous avons. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui m'anime beaucoup. Et quand je vois ce que nous faisons a quand même un impact sur les gens, que les gens t'abordent pour te dire, monsieur le représentant, merci pour le travail que le PNUD fait chez nous, que ce soit même des autorités publiques, que ce soit des ministres, que ce soit à un niveau beaucoup plus élevé où on nous dit merci, thank you for what you are doing. Je pense que ça, c'est très réconfortant. Et ce matin, j'ai eu une réunion comme ça sur la stabilisation, le comité de pilotage que nous avons sur la stabilisation dans l'extrême nord du Cameroun avec la crise Boko Haram. Et il y avait au moins 5 ministres dans la réunion. Et ils ont tous dit merci au PNUD pour le travail que nous sommes en train de faire, d'abattre dans l'extrême nord, dans des conditions difficiles. Le travail que nous faisons pour le gouvernement aussi, dans le nord-ouest, sud-ouest, pour la reconstruction, reconstruire des écoles, reconstruire des hôpitaux, amener l'eau pour les populations qui vivent dans des conditions difficiles. Et ça, quand on va sur le terrain et qu'on rencontre ces populations et qu'ils vous disent merci, ça c'est quelque chose de très, très, très fort. Et l'autre chose qui me fait garder le sourire, c'est mon optimisme que les choses sont en train de changer. On a une jeunesse maintenant qui est très engagée sur les problématiques de développement. Je ne parle pas de politique, mais vraiment d'engagée. Et quand je vois la détermination, l'abnégation de cette jeunesse que je rencontre tous les jours, et je me dis, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ça, c'est extrêmement important pour moi et ça a raffermi un peu ma position selon laquelle il suffit encore de pousser un peu, on verra le bout du tunnel. Donc, et l'autre chose, c'est qui me fait aussi garder le sourire, quand je vois mes collègues qui travaillent d'arrache-pied, qui ne dorment pas, qui travaillent dans des conditions difficiles pour délivrer des projets et des programmes, et qui sont là du matin au soir. Ils viennent à 7 heures, ils quittent le bureau à 20 heures. Donc, on y croit, parce qu'on sait que c'est possible.
Donc tout ça, je pense que ça me fait garder confiance, ça me donne de la confiance dans le travail que nous faisons, mais aussi ça prouve que nous avons encore des choses à apporter et nous allons apporter ces choses-là, Inch'Allah. En tout cas, merci à vous, Monsieur Dia. Merci pour cet entretien. Merci pour tous les éléments d'éclairage que vous avez bien voulu partager avec nous et avec les personnes qui nous suivent. Nous espérons que nous aurons l'honneur de pouvoir nous retrouver avec vous tout au long de l'année, avant la fin de l'année, dans le cadre de notre entretien ou de notre échange. Merci encore. Merci beaucoup. En tout cas, je voulais remercier déjà votre organe de presse, mais aussi remercier tous les téléspectateurs, les auditeurs qui vont écouter cette interview. Je pense que c'est un nouveau départ, en tout cas pour moi, en tant que représentant résident du PNUD au Cameroun. C'est un pays magnifique, c'est un pays rempli d'opportunités, c'est un pays où le capital humain est extrêmement bien formé, beaucoup de compétences. Je pense que les années que je vais passer au Cameroun nous permettra encore de franchir des pas importants. Et je suis confiant que tous les acteurs avec qui nous avons engagé déjà un partenariat, nous allons continuer ce partenariat. Nous travaillons avec le gouvernement, évidemment, et nous sommes là aussi pour travailler avec les jeunes que je rencontre souvent. Je les adore. Nous sommes là pour travailler, faire des choses extraordinaires aussi avec les femmes. Autonomisation des femmes, c'est une priorité. Nous sommes là pour travailler avec le secteur privé, qui est un secteur privé dynamique et important pour le Cameroun. Nous sommes là pour travailler avec les maires, les communautés à la base. Nous sommes là pour travailler avec les personnes vivant avec handicap. Donc, tous ces groupes avec qui nous pensons que, en faisant quelque chose, nous allons avoir de l'impact. Je pense que nous allons travailler avec eux. Donc, je tends encore la main à tous les Camerounais. Le PNUD, c'est votre maison. N'hésitez pas à venir nous voir. Si vous avez des projets intéressants, venez nous voir. Nous allons réfléchir, travailler ensemble. Et je souhaite le meilleur et tout le bonheur au peuple camerounais. Merci.